Bonjour, je suis Roger Cantacuzen, donc chercheur en sciences sociales et aujourd'hui invité de Parole d'influence. Donc nous allons ensemble discuter du thème « L'homme noir est-il plus volage ?» Et voilà, bonjour à tous. Vous l'aurez compris, à quelques jours de la Saint-Valentin, nous avons choisi une thématique choc. L'homme noir est-il plus volage? Un sujet que nous allons évoquer avec des chiffres. On va pas uniquement parler comme ça dans le vent, et qu'on va évoquer en buvant du thé de mon jardin. Parce que Avec bon, en plaisir. général, quand on discute de sujets comme ça, un bon petit thé, ça détend. Ça détend quand même. Voilà. Merci Donc c'est du thé bien. de basilic. N'hésitez Ah pas. ben, j'adore le basilic, Ah donc ben ça tant tombe mieux. très très bien. Alors, déjà, en une phrase, est-ce que l'homme noir est plus volage selon les chiffres? Ah, bon, c'est embêtant quand vous disiez en une phrase. Pourquoi? Parce que dans les termes eux-mêmes, Déjà, commencez par oui ou non. Comme ça, et puis on développe. bon, si on doit rester sur ces termes, on dira oui. Ah. Mais bon, Donc c'est pas une idée reçue. c'est pas une idée reçue. Très C'est pas une idée reçue, effectivement, dans les chiffres, en fait. Mais nous, en tant que chercheurs en sciences sociales, on est moins sur des questions de morale. Là, les mots ont un petit peu une connotation morale, je dirais. Quand on parle de volage, etc. Donc, il y a déjà un choix. Et puis, il y a un autre aspect aussi auquel il faut faire attention, c'est lorsqu'on dit l'homme noir, il faut éviter la dimension, ce qu'on appelle l'essentialisme, en fait. En gros, ce serait l'idée que finalement les noirs sont plus volages que les blancs, etc. Je pense qu'il faut sortir de ça. On n'est pas du tout sur de l'essentialisme. Donc ce n'est pas génétique. C'est pas du tout génétique. Parce qu'il y en a qui disent, c'est dans mes gènes, c'est pas de ma faute. Ah, ok. Bon, c'est pas génétique. Maintenant, ce qui nous intéresse, en fait, c'est si on parle des chiffres, hein, et si on s'interroge sur la question, ce qui nous intéresse, c'est, bon, premièrement, les études qui ont été réalisées, en fait, parce qu'il y a un certain nombre de travaux, hein, de type sociologique, et notamment avec l'épidémiologie. Qu'est-ce qui fait qu'on a des informations? C'est qu'il y a des études qui sont faites notamment sur les questions de sexualité, de comportement sexuel, etc., par rapport au sida, en transmission. Donc, ça a amené à s'interroger. Et c'est vrai que les études qui ont été faites sur les populations des Antilles-Guyane et sur les populations de l'Hexagone donnent des chiffres différents. Donc, effectivement, si on s'intéresse à ce qu'on appelle le multipartenariat, alors ça, c'est plus les termes qu'on va utiliser dans les sciences sociales. Le multipartenariat, avec des questions, lorsque les questions sont posées aux gens, ce sera plus une question du style, est-ce qu'au cours des 12 derniers mois, vous avez eu au moins 2 partenaires? D'accord. Donc, des questions qui sont posées à des femmes, à des hommes, donc il y a des études qui ont été réalisées là-dessus. Et, ah oui, donc on va parler de femmes aussi. Forcément, il faut quand même... Donc en pourcentage, c'est quoi la différence? En gros, alors si on veut... Antilles-Guyane, Hexagone. Alors, Antilles-Guyane, Hexagone, grosso modo, sur les 12 derniers mois, des dernières enquêtes, on a 26% des hommes aux Antilles-Guyane qui déclarent avoir eu au moins des partenaires, contre 12% dans l'Hexagone. Donc, à peu près le double chez les hommes. D'accord. Et dans les deux cas, aussi bien Hexagone que Antilles-Guyane, c'est à peu près 6% des femmes. Alors, la question, c'est est-ce que les enquêtes sont menées par ethnie ou juste territoire? Parce que dans l'Hexagone, il y a également des Antillo-Guyanais, il y a des Noirs, des Blancs et toutes les races. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que précisément, la dimension de couleur, ethnique, etc., c'est un aspect qui ne peut pas se faire dans les études françaises. Autant, par exemple, dans l'identité aux États-Unis, on va déclarer blanc, noir, caucasien, indien, etc. En France, c'est interdit. Donc, si je comprends bien, les hommes qui sont sur les territoires antillo-guyanais sont plus volages, pas forcément blancs ou noirs, mais c'est le territoire qui pose problème, finalement. En tout cas, il y a beaucoup plus de multipartenariat. D'accord. Alors c'est intéressant parce que, comme interrogation, parce que lorsqu'on parle du multipartenariat, on a déjà une grosse différence qui se fait avec l'Hexagone. C'est ce qu'on appelle le multipartenariat simultané et le multipartenariat successif. Bon, le multipartenariat successif, ça veut dire qu'on a eu des partenaires différents
Mais pas ça peut forcément être en même temps, mais ça pas s'est enchaîné. forcément en même temps. D'accord, ça s'est Bon, enchaîné. en général, ça c'est plus important dans l'Hexagone et c'est plus important chez les femmes aussi. Lorsqu'on Ah, parle de ok. multipartenariat chez les femmes, en général, c'est plutôt un multipartenariat successif. En tout Mhm. cas, à plus de 50% des personnes qui répondent qui ont du multipartenariat, en général, c'est successif. Maintenant, chez les hommes, c'est plus fréquemment un multipartenariat simultané. Donc ils n'attendent pas qu'une s'en aille pour remplacer Faut en l'autre. avoir une autre absolument. Et Mhm. donc, on a cette situation où la manière de fonctionner est différente, en fait. La manière d'intervenir, enfin, les relations, en tout cas, hommes-femmes, sont perçues et sont vécues de manière différente dans nos sociétés et dans l'Hexagone. Donc, c'est des choses qui vont nous interroger. Alors, pour revenir un petit peu aussi sur la question des chiffres, la question des enquêtes, faut tenir compte aussi des tranches d'âge. Mhm. Hein, parce que selon les tranches d'âge, on n'est pas exactement sur les mêmes choses. Il y a un âge où on se trompe plus, c'est ça? Alors, je Plus on dirais est que, jeune. De toute façon, les alors, hommes, plus ils sont jeunes, plus ils ont... ah ben, on peut dire que chez les femmes aussi, finalement. Pourquoi? Parce que si on prend justement toujours les chiffres, on a à peu près, alors, on maintient toujours la question des 12 derniers mois. Mhm. Dans les enquêtes, on a à peu près 40% des hommes dans la tranche 18-24 ans. D'accord, On a à peu près la même chose aussi dans l'Hexagone. d'accord. Moins, mais enfin à peu près la même chose dans la tranche 18-24 ans. Et dans la tranche des femmes, on a à peu près 20% des femmes. Donc Ok. c'est 2 fois mince, mais on peut dire que c'est quand même assez important. Après, il y a quelque chose qui va différer dans le temps, c'est comment ça évolue. C'est-à-dire que finalement, la dimension du multipartenariat reste forte dans le temps chez les hommes. Après, dans les tranches d'âge ultérieures des hommes, aux Antilles-Guyane, on est entre 20 et 25%. À peu près jusqu'à la tranche de 55 ans à peu près. Jusqu'à 55 ans? Jusqu'à 55 ans, on est dans des tranches où il y avait un âge. où c'est plus de 20% des hommes, effectivement, Okay. qui ont des relations multipartenariales, et alors que ça diminue ailleurs. Dans l'Hexagone, ça diminue 13%, après ça passe à moins de 10%. Chez les femmes, très rapidement, après 24 ans, c'est moins de 10% des femmes qui ont qui vivent des relations multipartenariales. Parce qu'en général, elles rentrent dans des projets de maternité, de famille, c'est ça? Alors, il y a des projets de maternité, il y a ça. Donc, il y a il y a une forme de stabilité, effectivement, qui se met en place dans le temps. Et donc, ça joue énormément. Maintenant, il y a un autre aspect qui joue, qui est un petit peu spécifique lorsqu'on regarde les femmes des Antilles-Guyane et les femmes de l'outre-mer. Les femmes de l'outre-mer, on va retrouver des formes de multipartenariat simultané plus importants, même quand la tranche est minime, comme je vous dis, mais c'est plus important que pour les Antilles-Guyane. Et puis surtout, on a beaucoup de femmes aux Antilles-Guyane qui, à un certain moment, renoncent à la sexualité, quelque part, qui n'ont plus de partenaire à partir de certain âge, ou qui ont à partir de quel âge à peu près? Oh, c'est plus les tranches, je disais, peut-être plus de 50 ans. D'accord. Chez les plus de 50 ans, là, on retrouve beaucoup plus de femmes qui déclarent ne plus avoir de Et il y a des explications? C'est peut-être force de Alors, déception? c'est des choses qu'il nous faudra fouiller. Oui. On n'a pas tout interrogé. Moi, j'ai ma petite idée. Je pense c'est trop de déception. Il y a peut-être de ça. Il y a peut-être de ça. En tout cas, c'est un aspect qui est à fouiller. Alors, ceci dit, comme je vous disais, bon, en fait, bon, l'important pour nous, on sort des considérations morales. Hein. En fait, il y a beaucoup de personnes qui vivent des relations multipartenariales, d'autres qui décident d'avoir une relation et qui sera une relation fidèle, etc. Ce qui peut être intéressant, en tout cas, c'est peut-être de comprendre pourquoi, parce que ça, on retrouve ça on n'a pas autant de chiffres sur les différentes sociétés des Antilles, etc. Mais quand même, il y avait déjà des travaux de sociologie qui permettent de comprendre un petit peu la relation homme-femme et comment les personnes se projettent dans leur vie affective, etc. Et c'est très différent chez les hommes et chez les femmes. C'est-à-dire que chez les femmes, très tôt, dans les sociétés post-coloniales, avec de descendance afro-descendante, etc., très tôt, chez les femmes, on a ce qu'on appelle une socialisation qui tourne autour de la respectabilité. C'est-à-dire que la fille, très tôt, elle représente sa famille, elle doit avoir certains comportements, elle doit éviter d'autres comportements,
Et parmi les comportements qu'elle doit éviter, c'est précisément d'être trop volage. En Mhm. tout cas, d'avoir, en tout cas, cette image, de présenter cette image. Ça, c'est l'approche un petit peu traditionnelle. Alors, même si ça évolue, hein, on va voir qu'il y a d'autres facteurs qui permettent de faire évoluer les choses, mais en tout cas, de manière traditionnelle, c'est un petit peu ça. Alors que chez les hommes, il y a quelque chose de central qui va jouer, c'est le critère de réputation, notamment de réputation virile. Oui. Et en fait, il faut que l'homme prouve. Alors, les femmes n'ont pas à prouver qu'elles sont des femmes, hein, bizarrement. Les hommes doivent prouver qu'ils sont des hommes. Et, le fait de prouver qu'ils sont des hommes, il y a plusieurs éléments qui jouent là-dessus. Mais l'un des aspects, c'est justement de montrer qu'on est capable d'avoir des conquêtes féminines, d'avoir plusieurs femmes, etc. C'est un aspect qui joue beaucoup. Alors, et il y a une notion aussi qui revient souvent, c'est euh, la validation de certaines femmes, euh, mères, du Mhm. comportement de leur fils. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous C'est voyez dans les chiffres ou C'est, pas? alors ça, c'est difficile à retrouver dans les chiffres, mais par contre, dans les enquêtes que nous faisons de type, plus de type qualitatif, quand Mhm. je dis nous, il y a vraiment beaucoup de chercheurs qui ont travaillé dessus, et on s'est rendu compte qu'il y a cette dimension qui joue, c'est l'un des facteurs Du fils qui coq. On apparaît se dit, du j'ai fiscoc, lâché mon coq, tout à fait, prenez et soin de vos qui poules. quelquefois, alors assez bizarrement, quelquefois ça peut être aussi une forme de revanche. C'est-à-dire que le fils devient un élément de revanche de la mère par rapport à d'autres personnes, y compris des fois, parce qu'il peut y avoir des éléments de revanche par rapport à la gente masculine, mais des fois par rapport à la gente féminine aussi. La question de la rivalité féminine, finalement, est très forte aussi dans Mhm. nos sociétés, tout comme la rivalité masculine d'ailleurs, dans les comportements qu'on a de l'homme qui doit prouver sa virilité, la notion de rivalité joue beaucoup. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on appelle le groupe des PAIRS, Mhm. c'est-à-dire les autres hommes, ont un fort impact sur la validation des comportements qu'on a à avoir. Ce que les autres disent a un fort impact. Et, euh, et ce que les autres disent, c'est que ce soit dans le quotidien, que ce soit aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, c'est très très fort. Mhm. Et l'une de nos collègues, Joël Kabila, a pas mal travaillé sur les masculinités toxiques, et elle met en évidence qu'effectivement le fait que c'est comme si l'homme en fait est au centre d'une forme de théâtre, et il doit montrer qu'il est l'acteur principal par rapport à cette théâtralité des autres hommes. C'est assez intéressant comme image. Euh, il y a d'autres, enfin moi j'avais travaillé plus particulièrement sur ce que j'ai appelé des marqueurs de virilité, et dans l'un de mes travaux, il y avait une personne qui m'avait donné, un jeune homme qui m'avait donné une phrase, et ça m'a servi un petit peu d'élément de compréhension de plein d'autres choses. Il disait oui, bon effectivement pour les hommes, chez les hommes, pour montrer qu'on est un homme, il faut trois choses. Il faut La la revoiture. force. Alors non, Ah, d'abord ok. la force, l'argent, les filles. Ok. Et en fait, en analysant ça, on comprend que c'est un petit peu un fil directeur, c'est-à-dire la force sous plusieurs aspects, montrer qu'on est capable d'être fort, de se battre, etc. L'argent, vu de manière plus large, c'est le côté un petit peu épate. Mhm. C'est-à-dire capable d'épater, on a de l'argent, on est capable de... Si c'est pas l'argent, en tout cas, c'est de montrer qu'on peut avoir Oui. une moto, avoir de beaux vêtements, une chaîne, Oui, la notion de grosse etc. voiture que je Donc, disais, ça se traduit par l'argent. Ok. le côté épate. Et puis les filles, en fait, montrer que on est capable d'avoir beaucoup de femmes. Alors pour reprendre une question qui a été envoyée, ça reprend un peu la question du début. Est-ce que ce ne serait pas génétique dans le sens que aux Antilles-Guyane, on a des gènes qui viennent d'Afrique où il y a la polygamie Mhm. et finalement, est-ce que c'est pas des restes des notions de polygamie qui sont toujours actuelles? D'accord. Alors autant, comme je vous disais, bon, moi, je sors de tout ce qui est essentialiste. L'essentialisme, c'est de dire que par essence, il y a un homme noir, un homme blanc. Bon, euh, alors quand on s'intéresse à ces questions-là, la question génétique, on se rend compte très rapidement que les dimensions génétiques peuvent jouer d'un individu à un autre, mais pas tellement d'un élément ethnique à l'autre. Euh,
Et encore, même lorsqu'on parle de génétique, il faut distinguer ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire les gènes qui deviennent actifs par rapport aux activités qu'on a, et les gènes qui sont inactifs. Bon, c'est assez compliqué, c'est on tente dedans, mais en gros, non, dans toutes les sociétés, on se rend compte que, et comment dirais-je, pour les individus, chez tous les individus, on a ce qu'on appelle la libido. La libido, en fait, c'est l'énergie sexuelle qui amène les êtres humains à avoir des relations sexuelles. La libido, elle n'est pas égale chez tout le monde, je dirais. Il y a des gens qui ont peut-être plus d'appétit sexuel, donc. Mais vous avez déjà fait des chiffres? Est-ce que les hommes ont forcément plus de libido que les femmes ou c'est une idée reçue? Non, pas du tout, justement. Ah, c'est une idée reçue. C'est-à-dire que précisément, une idée reçue. précisément, la libido, c'est aussi quelque chose qui évolue dans le temps. C'est-à-dire que pour une même personne, il n'y a pas une libido qui est stable, et puis qu'il y a quelqu'un qui est surpuissant, et après qui ne l'est plus, etc. Donc ça évolue dans le temps. Pour une même personne, c'est plus comme des vagues, plutôt comme une ligne droite. Hein. Et maintenant aussi, alors ça, bon, il y a des travaux, il y a des choses qu'on connaît maintenant dessus. Il y a par exemple des gens qui sont ce qu'on appelle asexuels. Asexuels, des personnes qui ne ressentent pas de désir sexuel et qui le revendiquent, en fait, qui veulent qu'on les laisse tranquilles. Donc, je veux dire, la panoplie de la sexualité, c'est vraiment quelque chose de très très vaste. C'est pour ça que, pour ma part, j'évite d'être dans le jugement et qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Alors, ceci dit, parmi les facteurs qui jouent, on a quand même les facteurs culturels qui sont fondamentaux. C'est-à-dire le fait, par exemple, que dans nos sociétés postcoloniales, etc., on ait cette prépondérance à ce qu'on appelle l'injonction à la virilité. Bon, ça a été utilisé par d'autres chercheurs. Moi, j'ai parlé de virilité ostentatoire. C'est comme si, en fait, il est demandé aux hommes, il y a cette espèce d'impératif de prouver qu'ils sont des hommes. Et ça joue pour beaucoup. En fait, donc très tôt, en fait, les jeunes, il faut faire petite, appeler les filles, draguer, etc. Donc c'est une dimension un peu culturelle, entre guillemets. Après, comme je dis toujours, pour moi, moi, je suis pas là pour faire de la morale. C'est pas ça le problème, parce que les comportements eux-mêmes sont de plus en plus diversifiés. Le comportement dans les sociétés d'une manière générale. Je vous ai dit qu'on avait des formes de socialisation avec des choses reçues de notre histoire qui existent, donc des choses un peu traditionnelles. Mais même aujourd'hui, l'évolution du monde amène à cette diversification aussi dans les modes de fonctionnement. De plus en plus, vous avez des personnes qui revendiquent le polyamour, la transsexualité, etc. Alors justement, il y a une question, pourquoi l'homme, même quand il se sent bien, il peut tromper? Est-ce que vous avez déjà fait des études dessus? Est-ce que l'homme trompe pour une raison? Parce que bon, on a compris la virilité, etc., mais quand il se sent bien dans une relation, ça ne l'empêche pas d'avoir besoin de se montrer viril, c'est ça? Moi, c'est pas vraiment le genre de questions sur lesquelles je tranche. Parce que je me dis que quelque part, en fait, comme je vous dis maintenant, il y a une variété de façons de voir les choses, de façons de voir la vie. Je pense que ce qui serait par contre plus important dans un couple, c'est d'être capable d'avoir de la responsabilité. Pas dans le sens de dire qu'on n'a pas de relation ailleurs, mais déjà, est-ce qu'on est capable d'avoir une certaine franchise, déjà, dès le départ, de dire, bon, ben, moi, c'est comme ça que je vois la vie, est-ce que tu veux vraiment être en couple avec moi, etc., d'avoir une certaine clarté, parce que pour moi, à la limite, tromper, c'est d'abord lorsqu'on prétend quelque chose, et puis que finalement, ce qu'on vit n'est pas la même chose. Dans le fond, moi, j'estime, mais bon, moi, je suis pas là pour faire la morale. C'est le plus fréquent dans le multipartenaire, hein, parce que vous parliez de polyamour, mais est-ce qu'aux Antilles c'est très courant cette notion de... Très certainement, parce que aussi, on est quand même dans des sociétés où on juge encore beaucoup. Et, alors justement, en parlant de jugement, on parlait de polyamour. Est-ce que l'homme noir, d'une manière générale, mais bon, là on parle à l'échelle antillo-guyanaise, est prêt au polyamour, mais dans l'autre sens. Parce que autant pour la virilité, etc., ça pose pas de problème, mais dans vos chiffres, dans vos études, est-ce que quand c'est la femme qui est polyamoureuse, ça passe? Alors précisément, c'est l'un des éléments certainement de tension dans les sociétés et qui vont amener certainement des évolutions. Parce que, en fait, je vous ai dit que dans le socle de notre société,
on a cette espèce d'injonction à la virilité où l'homme doit prouver qu'il doit avoir plusieurs femmes. À l'inverse, on a une injonction où la femme ne doit pas avoir de relation ou doit se maintenir. Mais en fait, de plus en plus, les cadres éclatent. Et donc, forcément, on va déjà vers des choses où soit les femmes vont de toutes les façons imposer une forme de liberté, c'est-à-dire bon ben écoute, si tu le fais, moi aussi j'ai le droit de le faire, bon ça me semble inévitable. Ou alors demander aux hommes, bon écoute, tu es fidèle et soit c'est ça ou soit c'est rien, et forcément il y aura des formes de négociation dans les couples, enfin, mais en tout cas c'est des points de tension dans nos sociétés. C'est un point de tension qui est un point de tension certain, qui met aussi en évidence ce que les féministes appellent le patriarcat, c'est-à-dire que dans le fond, il y a un certain nombre de privilèges qui ont été accordés à l'homme et qui ont été déniés aux femmes. Mais en fait, ces privilèges-là sont de plus en plus hétérogènes. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Bon, on verra, mais à mon sens, de plus en plus, les comportements vont devenir des questions sous forme d'interrogation personnelle de qu'est-ce que je veux, de quoi je veux, de quoi je ne veux pas dans ma vie, dans mon couple, de quoi je veux ou de quoi je ne veux pas, et en fait des négociations de couple, et autant d'un individu à un autre, la façon de voir le vécu peut être différent, autant d'un couple à l'autre, ça peut être très très différent aussi. Et c'est des choses qui en fait déjà apparaissent en filigrane, mais c'est simplement que comme on a encore beaucoup de jugements moraux, les choses ne se disent pas encore de manière très nette. Enfin, sauf dans les grandes sociétés où très clairement les gens disent bon ben moi je suis polyamoureux, etc. Bon, dans nos petites sociétés, parce que ça aussi nos petits territoires qui joue, on est dans des petits territoires d'interconnaissance où on est les uns sous les autres, et comme il y a du jugement, donc du coup il y a beaucoup de choses qui se font en bas-feuille, comme on dit. Il y a du jugement, mais d'un côté, c'est ce qu'on a dit. Il y a beaucoup il y a beaucoup de jugements qui portaient beaucoup plus sur les femmes. Alors, vos études remontent à quand? Parce que mon interrogation, c'est la société, on a bien compris, elle évolue assez rapidement, surtout avec les réseaux sociaux, et puis cette génération Z, comme on l'appelle. Est-ce que toutes vos études sont encore d'actualité pour la génération là qui arrive? Alors, moi, je pense... L'homme coq, les mamans qui disent bravo et les femmes. Oui, à mon avis, enfin, nous, on l'avait déjà vu, mais à mon avis, il faut en permanence, c'est ça d'ailleurs la sociologie, on est en permanence obligé de renouveler les choses. Parce qu'une nouvelle génération arrive avec pas forcément la même socialisation, donc pas les mêmes repères et pas forcément la même manière de fonctionner. Je pense que les jeunes générations remettent en cause des choses. Alors maintenant, les choses ne sont pas toujours remises en cause forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que, enfin, quand je dis le bon sens, des fois, on peut avoir des formes de, comment dirais-je? Bon, je dirais l'un des corollaires qui peut poser problème dans le multipartenariat, c'est quand ça débouche sur la question des violences. Des violences envers les femmes notamment. Parce que ça, c'est l'un des aspects qui apparaît aussi. Il y a plus fréquemment des formes de violence qui s'associent au multipartenariat. Et ça, on peut chercher des facteurs explicatifs. L'un des facteurs explicatifs, ça peut être que l'homme qui sait qu'il est très coureur, etc., ne veut pas que sa femme elle-même court, et en même temps se dit ouais mais il y a des hommes un petit peu partout qui sont coureurs aussi, qui sont des requins, comme ça a été dit dans certaines classes où je faisais des interventions. On qualifie l'homme de requin. Oui, chez les collégiens, ils disent non, ce qui fait que les femmes sont des proies. Et que les femmes sont des proies. Donc forcément, ça peut exacerber les mécanismes de jalousie et donc les mécanismes de violence. Et ça, ces mécanismes-là, on les retrouve peut-être de manière plus forte chez les jeunes. Les mécanismes de jalousie et donc d'avoir un caractère répressif, c'est déjà très fort, mais... Donc notre vision de la fidélité a évolué. C'est pas tellement la question de la vision de la fidélité, c'est plus comment gérer des situations... par exemple, si la fille estime que bon, qu'elle a le droit d'être libre, etc., qu'est-ce que ça génère? Donc voilà, il y a des choses qui posent problème quelque part, et notamment lorsque dans les comportements masculins on en arrive à des violences, là il y a de vrais problèmes qui se posent. Et donc à mon sens, la question que vous posez n'est pas épuisée,
Même si, comme je vous dis, ce n'est pas une question essentialiste, c'est-à-dire ce n'est pas l'homme noir en tant qu'homme noir. Ce n'est pas génétique. Ce n'est pas génétique. Mais c'est territorial. Si on retient vos chiffres, c'est territorial. C'est sociétal. C'est sociétal. C'est sociétal. Et l'autre chose, c'est que, à mon sens, ce qui pose problème, c'est lorsqu'il y a des mécanismes de violence qui sont en jeu. C'est moi, en tant que chercheur, et puis dans mon investissement, parce que par ailleurs, je suis le chargé de recherche de l'Observatoire des violences envers les femmes, donc je travaille beaucoup sur ces questions. C'est sur ces aspects-là, à mon sens, ça pose problème. Alors du coup, ma question pour conclure, est-ce que l'homme, avec le grand H, est fait pour être fidèle? Est-ce que la fidélité, c'est pas une invention de la société occidentale? Est-ce que dans nos gènes, selon vos études, vos recherches, par rapport à tout ce qui ressort, est-ce que l'homme est fait pour être fidèle? Alors, tout ce qui est culturel est fondamentalement une construction sociologique. C'est vraiment de la construction sociale. Autrement dit, l'homme et la femme ne sont pas par nature soit fidèles, soit infidèles, etc. Ils ont des comportements qui ont été inculqués par la socialisation et finalement ils sont régis par ces comportements. Mais fondamentalement, l'être humain est fondamental, enfin, dans l'esprit en tout cas, l'être humain se conçoit d'abord comme un sujet, et un sujet, c'est un sujet qui s'estime, qui est perçu par le philosophe comme un sujet libre, un sujet qui est capable d'expérimenter des choses dans la vie, de faire des choix, et il faut que les gens aient cette capacité de faire des choix. Donc les choix dans la vie, ils sont pas définitifs. Tout ce qu'on vit, ce sont des expériences. Donc ces expériences-là, elles sont diverses. Hein. Toutes les expériences qu'on aura au cours d'une vie, elles sont extrêmement diversifiées. Donc les jugements qu'on porte en conséquence, même quand ils viennent de la morale, même quand ils viennent de la religion ou autre, ce sont plus des jugements humains et donc ils sont forcément relatifs. Alors pour conclure, alors la thématique du jour était volontairement beaucoup de points pour intéresser sur les réseaux sociaux, mais la conclusion finalement, bon, ça n'a rien à voir avec l'homme noir, mais dans les chiffres, dans les territoires ultramarins, antillais-guyanais particulièrement, là où vous avez mené vos études, l'homme est plus infidèle que dans l'Hexagone quand on compare les chiffres, mais la société évolue. C'est ça. Est-ce que j'ai bien résumé? Bon, on va résumer comme ça. Très bien. Bon, ben, c'est sur ces mots que je vous laisse, chers internautes, et puis bonne Saint-Valentin prochainement. J'espère qu'avec ces chiffres, ça vous donne une meilleure perception de la mentalité masculine.